La France automobile agonise. L'examen des chiffres de 2025 et l'observation des rappels massifs révèlent une évidence qui s'impose. L'industrie française assiste au naufrage programmé d'un secteur qui fut notre fierté nationale. Le rapport du Sénat d'octobre 2025 ne fait que confirmer ce que beaucoup pressentaient. L'industrie automobile française, autrefois pilier de notre puissance économique, sombre dans une crise existentielle sans précédent. Moins d'un tiers des voitures vendues en France sont encore fabriquées sur notre sol. Plus de 800 000 emplois sont menacés directement ou indirectement. Nos constructeurs nationaux accumulent les rappels catastrophiques, les fermetures temporaires d'usines et les restructurations douloureuses. Pendant ce temps, les véhicules électriques imposés par Bruxelles révèlent leur faiblesse béante. Les hybrides multiplient les pannes et les thermiques fiables sont diabolisés par des normes européennes déconnectées du réel. Comment en est-on arrivé là ? Comment une industrie qui dominait l'Europe dans les années 2000 peut-elle aujourd'hui tanguer au bord de l'effondrement ? La réponse est complexe, mais elle tient en 3 mots. Soumission à Bruxelles. Car derrière chaque fermeture d'usine, derrière chaque rappel massif, derrière chaque technologie défaillante, se cache une même réalité. La braderie criminelle de notre héritage industriel au profit d'un dogme écologique imposé par des technocrates non élus. Cette débâcle industrielle trouve ses racines dans l'aveuglement technologique de nos élites dirigeantes. L'exemple édifiant du moteur 1,2 litre PureTech de Stellantis illustre parfaitement cette dérive. 1199 cm3, 100 à 130 chevaux, 205 à 230 Nm de couple. Sur le papier, cette mécanique 3 cylindres turbo semblait révolutionnaire, promettant des consommations de citadine avec des performances de berline. Dans la réalité, cette course au downsizing excessif a produit un fiasco mécanique sans précédent. La courroie de distribution humide, cette innovation supposée géniale qui baigne dans l'huile moteur, s'effiloche prématurément. Cette obsession du petit moteur turbocompressé illustre parfaitement la dérive technologique imposée par les normes européennes. Pour respecter les 130 grammes de CO2 par kilomètre, puis les 95 grammes actuels, nos ingénieurs ont été contraints de torturer la mécanique. Ils ont dû pressuriser à outrance des cylindrées ridicules et multiplier les systèmes anti-pollution jusqu'à l'absurdité. Le résultat, des moteurs fragiles, coûteux à entretenir, incapables de dépasser 150 000 km sans révision majeure. Cette démarche contraste violemment avec la philosophie japonaise incarnée par Toyota ou Suzuki. Un moteur atmosphérique de 1,6 litre ou 2 litres sans turbo, avec une chaîne de distribution métallique et des tolérances généreuses, permettant une usure progressive plutôt que brutale. Ces mécaniques centenaires franchissent allègrement les 300 000 km avec un entretien minimal. Elles consomment peut-être 1 litre de plus aux 100 km, mais elles évitent les pannes coûteuses et les immobilisations prolongées qui ruinent les budgets familiaux. Cette différence fondamentale révèle 2 philosophies qui s'affrontent diamétralement. D'un côté, l'approche européenne privilégie la performance réglementaire sur la durabilité réelle. De l'autre côté, la tradition japonaise maintient le primat de la fiabilité et du service rendu à l'utilisateur. Elle accepte de paraître moins innovante sur les bancs d'essai officiels pour garantir la satisfaction client. Le diesel français moderne cristallise également cette dérive réglementaire mortifère. Le 1,5 litre Blue HDI de Stellantis, 1499 cm3, développant 100 à 130 chevaux pour 250 à 300 Nm, devait incarner l'avenir du gazole propre. Injection haute pression, recirculation des gaz d'échappement, filtre à particules, système SCR à AdBlue. Cette débauche technologique visait à satisfaire les normes Euro 6 d'étampes les plus sévères au monde. Le résultat, une chaîne de distribution qui se détend anormalement, provoquant des bruits métalliques inquiétants, puis des calages de distribution destructeurs. Plus de 930 000 véhicules concernés par le rappel en Europe. Une garantie étendue à 10 ans ou 240 000 km qui reconnaît implicitement le vice de conception. Les propriétaires vivent dans l'angoisse du prochain démarrage. Les bons vieux diesels d'avant 2015, sans AdBlue ni complications électroniques excessives, démontrent quotidiennement leur supériorité pratique. Un 2 litres TDI EA 288 de Volkswagen bien entretenu, un D4D de Toyota, un CDI de Mercedes de cette époque offrent encore aujourd'hui une longévité et une sobriété que les dernières générations, bridées par les normes, ne peuvent égaler. Ces mécaniques éprouvées acceptent tous les carburants, supportent les négligences d'entretien et traversent les décennies sans révision majeure. L'hybride français E-Tech de Renault illustre une autre facette de cette fuite en avant technologique. Ce système complexe associe un moteur essence, 1,6 litre de 94 chevaux, 2 moteurs électriques et une boîte multimode sans embrayage ni synchroniseur. Sur le papier, cette mécatronique révolutionnaire
promet des consommations de 3 litres au 100 km en ville. Dans la réalité, 155 825 véhicules ont subi un rappel en août 2025 pour problème d'étanchéité de cette boîte, supposée révolutionnaire. Cette panne de l'e-tech démontre l'immaturité des solutions hybrides complexes, imposées par les quotas CO2 européens. Plutôt que de perfectionner les mécaniques conventionnelles éprouvées, nos constructeurs se lancent dans des aventures technologiques hasardeuses pour satisfaire des bureaucrates qui n'ont jamais tenu un volant. Le résultat, des véhicules fragiles, coûteux à réparer, dépendant de logiciels capricieux et de pièces détachées hors de prix. L'électrification pure révèle des pathologies encore plus préoccupantes. La Renault 5 électrique, vitrine du savoir-faire français dans la mobilité zéro émission, accumule les déboires dès ses premiers mois de commercialisation. 15 722 unités rappelées pour reprogrammation de l'onduleur du moteur électrique principal. Panne de démarrage, voyant stop, message panne moteur électrique. Voilà l'accueil réservé aux pionniers de l'électromobilité française. Ces dysfonctionnements précoces de la R5 électrique s'inscrivent dans une tendance plus large de fragilité des véhicules électriques européens. Cette course à l'électrification imposée par la Commission européenne transforme nos constructeurs en bêta-testeurs géants. Ils utilisent leurs clients comme cobayes involontaires. Les véhicules électriques sortent d'usine avec des logiciels inachevés, des calibrations approximatives et des composants sous-dimensionnés. Les mises à jour over-the-air, présentées comme un progrès, masquent en réalité l'incapacité de nos industriels à livrer des produits finis et fiables. L'effondrement des ventes, Tesla, en Europe, en 2025, préfigure l'éveil du marché électrique artificiel. 45% de chute globale en janvier, 59% en Allemagne, 63% en France, 75% en Espagne. Ces effondrements révèlent la nature factice de la demande électrique européenne. Privés de subventions publiques, privés d'avantages fiscaux, les véhicules à batterie révèlent leur inadéquation fondamentale aux besoins de mobilité européens. Cette débâcle, Tesla s'accompagne d'une prise de conscience progressive des automobilistes européens. Les témoignages de déçus se multiplient dans les forums spécialisés européens, documentant une désillusion croissante face aux promesses électriques non tenues. Autonomie réelle inférieure de 20 à 40% aux promesses constructeurs, infrastructures de recharge défaillantes avec jusqu'à 20% de bornes hors service, coûts de recharge public souvent supérieurs au plein d'essence, des cotes vertigineuses dépassant les 60% en 4 ans. Les retours d'expériences négatifs se multiplient dans les forums spécialisés européens, documentant une désillusion croissante. Promesses non tenues, pannes récurrentes, immobilisation prolongée, services après-vente défaillants. Ces témoignages résonnent avec celui de milliers d'Européens bernés par la propagande électrique. Ces automobilistes découvrent avec amertume que leurs anciens diesels leur offraient plus de liberté, de fiabilité et d'économie que leur coûteuse berline à batterie. L'augmentation de la TVA française sur l'électricité à 20% depuis le 1er août 2025 achève de torpiller l'argument économique du véhicule électrique. Cette harmonisation fiscale, imposée par une directive européenne, augmente significativement le coût de recharge résidentielle. Combinée à la hausse continue des tarifs publics, elle place souvent la recharge électrique au niveau du plein d'essence, voire au-dessus, sur les aires. Quand recharger coûte plus cher qu'un plein d'essence et que l'achat initial reste 50 à 70% plus élevé, l'équation économique devient intenable pour les ménages français. Les flottes d'entreprises elles-mêmes commencent à recalculer leurs coûts totaux de possession face à cette dégradation du modèle économique électrique. Stellantis illustre parfaitement cette spirale descendante de l'industrie française. L'arrêt de l'usine de Poissy en octobre 2025, 15 jours ouvrés de fermeture pour la DS3 et l'Opel Mokka, s'inscrit dans une série de mesures d'ajustement de la production face à un marché en berne. 2000 personnes au chômage partiel, une production totalement arrêtée, des stocks qui s'accumulent, voilà la réalité industrielle de notre fleuron automobile national. Les sanctions financières s'accumulent également pour Stellantis. 285 millions d'euros réclamés pour la gestion catastrophique des airbags Takata. Une part dans l'amende de 458 millions d'euros pour entente dans le recyclage. 15 milliards d'euros de pénalités potentielles pour non-respect des objectifs CO2 2025. Stellantis paye cash les conséquences de décennies de mauvaises décisions stratégiques et de soumission aux diktats de la Commission européenne. Cette pression réglementaire européenne étouffe littéralement nos constructeurs. Volkswagen risque 1,5 milliard d'euros d'amende. L'ensemble de l'industrie européenne fait face à 15 milliards d'euros de sanctions potentielles. Ces pénalités astronomiques poussent les constructeurs à vendre des véhicules électriques à perte
pour éviter les amendes. Cette stratégie détruit leurs marges et leur capacité d'investissement. Le système de pooling avec Tesla illustre l'absurdité de cette réglementation européenne. Les constructeurs européens versent des milliards d'euros à un concurrent américain pour acheter ses crédits CO2 et éviter les sanctions de Bruxelles. Stellantis, Volkswagen, BMW transfèrent une partie de leurs bénéfices à Elon Musk pour satisfaire une bureaucratie européenne déconnectée des réalités industrielles. Cette aberration économique enrichit les États-Unis tout en affaiblissant l'Europe automobile. Face à cette pression insoutenable, certains constructeurs tentent des volte-face stratégiques, tardives. Porsche abandonne son objectif de 80% de véhicules électriques en 2030. BMW affiche sa détermination à ne jamais abandonner complètement les moteurs thermiques en critiquant ouvertement l'interdiction européenne de 2035. Oliver Zipse, PDG du groupe, juge cette échéance irréaliste et fragilisante pour l'industrie européenne. Cette prise de position courageuse tranche avec la soumission habituelle des dirigeants automobiles européens aux injonctions de la Commission européenne. Même Suzuki, pourtant champion de la sobriété mécanique, abandonne l'hybride intégral sur ses Vitara et S-Cross. Le constructeur japonais juge cette technologie peu intéressante en termes de rapport coût-rendement-complexité. Il préfère revenir à l'hybridation légère plus fiable. Cette décision d'un expert de la simplicité mécanique confirme l'impasse technologique dans laquelle l'industrie automobile s'est engagée sous la pression réglementaire. L'hydrogène, présenté comme une alternative crédible à l'électrique sur batterie, sombre également dans l'oubli. Opium abandonne son projet de berline française à hydrogène en septembre 2025, faute de soutien étatique et de perspectives commerciales. Cette filière technologique sacrifiée par l'État et Bruxelles au profit du monopole électrique illustre le verrouillage idéologique qui bride l'innovation automobile européenne. Dans ce contexte dégradé, les valeurs refuges automobiles se dessinent clairement. Les véhicules diesel de la période 2010-2020, avant l'hystérie réglementaire actuelle, révèlent leur pertinence économique et leur robustesse mécanique. Un Honda CR-V 1,6 litre e-tech, un Toyota Avensis D4D, un Volkswagen Golf TDI EA288 bien entretenu offrent encore aujourd'hui fiabilité, sobriété et coût de possession maîtrisé. Ces motorisations éprouvées contrastent violemment avec la fragilité des technologies modernes imposées par la Commission européenne. Quand un véhicule électrique perd 50 à 60% de sa valeur en 3 ans, quand une Renault Zoe de 2020 ne vaut plus que 8 à 12 000 euros aujourd'hui, quand les batteries de remplacement coûtent plus cher que le véhicule d'occasion, l'aberration économique du tout électrique éclate au grand jour. L'occasion diesel connaît même une revalorisation significative sur certains segments. Les utilitaires Renault Master et Peugeot Boxer, les SUV familiaux BMW X3 et Volvo XC60, les breaks allemands Mercedes Classe E et BMW Série 5 retrouvent une seconde jeunesse auprès d'acheteurs pragmatiques. Abandonner la maîtrise des motorisations thermiques, c'est livrer notre indépendance énergétique aux géants asiatiques des batteries et aux fluctuations du marché électrique. Quand la Chine contrôle 70% de la production mondiale de lithium-ion raffiné et 80% des terres rares nécessaires aux moteurs électriques, quelle indépendance stratégique nous reste-t-il ? La faillite de Northvolt en mars 2025 symbolise cet échec stratégique européen. Ce champion des batteries, soutenu par des milliards d'euros publics, s'effondre après seulement 9 ans d'existence, avec une dette de 7,33 milliards d'euros, 5000 emplois supprimés, des commandes annulées, des promesses d'indépendance technologique européenne qui se volatilisent. BMW annule 2 milliards d'euros de commandes. Porsche déprécie ses participations. L'ensemble de l'industrie automobile européenne se retrouve encore plus dépendante des fournisseurs asiatiques. Cette dépendance technologique se double d'une concurrence déloyale qui achève de fragiliser nos constructeurs nationaux. BYD, subventionné massivement par l'État chinois, propose des véhicules électriques 40 à 60% moins chers que leurs équivalents européens. La technologie chinoise rattrape puis dépasse souvent nos standards. Batterie de 150 kWh offrant 929 km d'autonomie, recharge ultra rapide permettant 500 km en 10 minutes. Face à cette offensive technologique et commerciale, nos constructeurs européens accumulent les pertes et les restructurations. Faut-il accepter cette vassalisation technologique ou reconquérir notre souveraineté automobile ? L'alternative existe pourtant. Défendre nos diesels robustes contre l'hystérie anti-CO2, développer nos biocarburants français plutôt que d'importer des batteries chinoises, privilégier la simplification mécanique sur la complication électronique. L'exemple japonais démontre qu'une autre voie est possible. Toyota réalise des bénéfices records avec ses hybrides conventionnels. Honda maintient sa fiabilité légendaire. Suzuki perfectionne ses mécaniques sobres et durables.
Le naufrage de 2026 n'est donc pas une fatalité, mais le fruit empoisonné de 20 ans de soumission aux diktats européens. Nos constructeurs français possèdent encore le savoir-faire et l'excellence technique pour reconquérir leur marché, à condition de retrouver leur indépendance stratégique et de servir leurs clients plutôt que les bureaucrates de Bruxelles. L'industrie automobile française peut encore éviter le naufrage total, mais le temps presse et les décisions courageuses ne peuvent plus attendre.